Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un contenu qui de base en réalité n'est vraiment ni mon domaine ni mon genre. Mais je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas mal apprécié le réaliser et donc je me dis que peut-être moi aussi je vais commencer à m'improviser nouvelle enquêtrice. Je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler. En revanche, il faut savoir que je ne vais citer aucun nom mais je vais aussi montrer aucune photo, ni vidéo, ni extrait. Donc pour cette vidéo, vous aurez le privilège de pouvoir contempler ma beauté et uniquement ma beauté. Pourquoi ça? Tout simplement parce que je n'ai envie d'avoir aucun problème. Mais étant donné que l'affaire est devenue assez vite virale ces dernières semaines, je pense que vous n'aurez pas du mal à pouvoir suivre l'histoire et aussi vous saurez directement de qui je veux parler. Avant de commencer, j'aimerais bien faire quelques clarifications si vous le voulez bien. Déjà, il faut savoir que je ne compte absolument pas m'exprimer sur l'affaire qui concerne les deux chanteurs français, tout simplement déjà parce que cela ne m'intéresse absolument pas. Il faut aussi savoir que je ne prends le parti de personne, que ça soit pour les deux chanteurs français ou les deux youtubeurs qui en ce moment même sont en train de s'exposer mutuellement. Ce que j'ai fait ici, en réalité, c'est un travail de recherche et d'analyse sur toutes les informations qui sont disponibles et ou mais surtout manquants, afin de vous les exposer. Beaucoup de personnes en fait trouvent que ce documentaire est faux et voire même très problématique. Et moi ce que je vais faire en fait c'est vous faire une petite analyse un peu brute du documentaire et vous montrer grâce à des questions pertinentes pourquoi est-ce que ce documentaire peut être considéré comme très problématique et je vous laisserai par après le soin d'en juger par vous-même. Je tiens également à préciser que mon but ici n'est absolument pas de dénigrer le travail des personnes qui ont créé ce documentaire, ni les personnes qui sont impliquées dedans. J'annonce seulement des faits afin de vous pousser un peu plus loin dans la réflexion concernant ce documentaire. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas boire mes paroles comme du chocolat chaud, mais vraiment d'essayer de faire vos propres recherches par après pour vous faire votre propre opinion. J'aimerais aussi vous dire que je suis tout à fait ouverte au débat, donc si jamais vous avez envie de partager votre propre opinion, je vous invite fortement à le faire, et ça, que ce soit en commentaire, ou si vous avez envie d'aller en discussion à ce moment-là en message privé. De toute façon, tous mes réseaux sont disponibles, mais bien évidemment, tant que tout cela se fait dans le respect et dans la courtoisie. Vous n'êtes pas obligé ni de liker, ni de commenter, ni de partager, je ne vous ferai pas la chanson parce qu'en réalité, cette vidéo n'est pas là pour faire de la promotion de ma chaîne. En réalité, c'est surtout pour partager mon opinion et probablement aussi l'opinion de beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller débattre sur les réseaux vu l'agressivité et la violence de certains internautes. Moi-même, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, honnêtement, car moi-même j'ai peur. Vraiment, vous me faites peur. Je trouve ça un peu dommage que de nos jours, on a carrément peur de donner notre opinion sur les réseaux parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, ça finit par des insultes et des menaces. Mais peu importe, de toute façon, je suis quand même là aujourd'hui parce que le besoin de m'exprimer prime sur la peur. J'aimerais aussi préciser que je ne suis ni une pro, ni une enquêtrice, seulement une personne qui aimerait mettre des mots sur le sentiment d'injustice que beaucoup de personnes ont fini par ressentir suite à la sortie de ce documentaire. Ensuite, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont dire mais c'est qui celle-là? Mais pour qui elle se prend? C'est très facile de juger, vas-y, t'as qu'à aller faire une enquête toi. Bah non, justement. Le truc c'est que j'ai tout à fait conscience que je n'ai ni les compétences, ni le budget pour aller réaliser une enquête digne de ce nom. Je pense qu'au final, il est là le problème. Se lancer dans une enquête et la réalisation d'un documentaire aussi sérieux et aussi délicat n'est pas à la portée de tout le monde. Et je pense que les personnes qui ont voulu se lancer dans ce documentaire, en réalité, ils auraient clairement dû s'abstenir. Et j'aimerais ajouter que le nombre d'abonnés ou de vues d'une personne ne devrait en rien lui donner plus ou moins de droits pour pouvoir s'exprimer librement. Ce serait bien quand même qu'un jour on recommence à estimer les gens en fonction de leur humanité et non en fonction de leur popularité. Dans tous les cas, je pense que là pour le moment j'ai dit tout ce qu'il fallait dire et je pense qu'on est prêt à commencer. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite piqûre de rappel, même si je pense que pour la plupart, si vous avez déjà vu la dernière partie du documentaire, vous devez déjà être au courant, mais au cas où. Le rappel concerne les enfants Zohri. Il faut savoir que les enfants Zohri sont des enfants qui présentent certaines caractéristiques physiques, et ces enfants sont en réalité sacrifiés seulement et uniquement quand il s'agit de trouver des trésors. En effet, dans la sorcellerie et dans les rites occultes, il y a des démarches à suivre bien spécifiques pour chaque chose. Ce qui
concerne notre affaire ici, que cela soit pour faire divorcer un homme, pour le rendre fou amoureux de vous ou essayer d'avoir richesse et gloire, aucune de ces pratiques nécessite en réalité le sacrifice d'un enfant zuhri. C'est savoir que quand on est un enfant zuhri, on peut souvent être en danger car on est souvent traqué par des chasseurs de trésors. Mais les problèmes en réalité ne se limitent pas que quand on est enfant. Effectivement, une fois adulte, on va commencer à traverser beaucoup d'autres épreuves. Bien évidemment, toujours avec la volonté d'Allah. Faut savoir que ça, c'est peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Bien évidemment, je ne cherche pas à vous faire peur, d'accord, mais seulement à vous informer. Supposons que vous soyez une personne zuhri ou si jamais vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui l'est. Je vous invite en tout cas fortement à vous renseigner un peu plus si jamais vous êtes une personne concernée ou si vous connaissez quelqu'un. Ensuite, l'affaire de la petite Naïma, Allahi Rahma. Je pense que de nouveau maintenant beaucoup de personnes le savent, mais au cas où. Cette petite a été kidnappée le 17 août 2020. Elle a été enlevée par 2 chasseurs de trésors et a été violemment assassinée par ces 2 hommes. Ces 2 hommes ont été arrêtés la même année et sont actuellement en train de purger leur peine au Maroc. Cette petite était effectivement une enfant zuhriya. Je pense que là vous l'aurez déjà compris, mais là où je veux en venir, c'est que en réalité cette petite fille n'a absolument rien à voir avec les problèmes qui sont annoncés en début du documentaire. Elle n'aurait tout simplement jamais dû être évoquée car dès le début, avec un minimum de recherche, on aurait pu se rendre compte qu'elle n'avait vraiment rien à voir. Et rien que par respect pour la famille qui ont littéralement vécu un traumatisme à la perte de leur enfant, les personnes qui ont décidé d'intégrer cette petite dans leur documentaire auraient clairement dû s'abstenir. Un minimum mettre à la fin de la première partie que oui, ils ont reçu un témoignage impliquant la chanteuse dans le meurtre de la petite, mais qu'il y a tout de même une version officielle. Quand le documentariste décide alors de donner son avis sur l'implication de la chanteuse dans le meurtre de la petite Naïma à la fin de la partie 4, la majorité des commentaires, ce sont des personnes qui pensent que le documentariste aurait été payé par la chanteuse afin d'étouffer l'affaire. Ce qui d'ailleurs je trouve assez marrant. Car j'aimerais passer avec vous en revue toutes les preuves qui ont réussi à convaincre la France, que dis-je même le monde entier, que la chanteuse était impliquée dans le meurtre de cette petite enfant. Tout d'abord, nous avons le témoignage d'une mystérieuse femme âgée, fan du chanteur qui serait venue pour se confesser au documentariste. Par après, nous avons le témoignage qui a été fait sur Snap d'une fille à une blogueuse, montrée dans la partie 4. Ensuite, on a une vidéo de la chanteuse qui descend une montagne. Apparemment, ce serait la même montagne où la petite Naïma aurait été retrouvée. Le fait que le sorcier aurait grandi dans la même région que la petite Naïma, Allahi Rahma. Et une interview du chanteur qui confirme que lui aussi aurait entendu des rumeurs concernant le meurtre d'un enfant dans la partie 2. Bon, je pense que là vous voyez déjà à peu près où je vais en venir, mais au cas où, je développe. Ce fameux témoignage de la dame âgée, pourquoi est-ce qu'on ne le voit jamais? Visiblement, celle-ci a contacté le documentariste par message, d'accord? Du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Je vous vois déjà venir en me disant, ouais mais Fadwa, c'est peut-être pour l'anonymat, et moi je vous dirais que je n'en crois rien du tout. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant, si la conversation de cette femme n'est pas montrée, pour moi, c'est juste inexistant. Ensuite, la fille qui témoigne sur Snap. De ce qu'on peut comprendre, du coup, le compte n'est plus actif. Du coup, pas possible de retrouver la personne. Et là, de nouveau, je me dis, si on dispose d'une équipe qui est prête à aller jusqu'au Maroc pour faire une investigation, je pense que ce serait tout à fait possible, en fait, d'essayer un minimum de chercher cette jeune fille. Ou au moins les personnes qui pourraient témoigner, car si on comprend bien ces messages, il semblerait qu'on peut demander à n'importe qui et foule de gens pourraient témoigner des actes horribles commis. D'accord, et pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas? Par après, on a la vidéo de la chanteuse qui descend de la montagne, et là, je pense que voilà. À côté du fait qu'un enfant de maternelle pourrait déjà remarquer que ce n'est absolument pas la même montagne, juste les dates parlent d'elles-mêmes. Tout comme le fait que le sorcier aurait grandi dans la même région que la petite Naïma. Faut de nouveau pas être un génie pour comprendre que cela ne constitue en rien une preuve légale. Et finissons avec l'interview du chanteur. Comme le dit le chanteur, tant que ces personnes qui vous envoient ces témoignages, qui d'ailleurs on ne voit jamais, ne sont pas prêtes à aller témoigner devant les autorités, donc il n'y a pas de preuve où c'est écrit noir sur blanc que cette chanteuse aurait bel et bien commis de la sorcellerie, mais surtout qu'elle serait impliquée dans le meurtre d'une enfant. Ceux-ci ne sont et resteront que des rumeurs, des on-dit. Attention,
je vous vois déjà venir, je ne suis absolument pas en train de défendre la chanteuse. En ce qui me concerne, je ne connais ni l'un ni l'autre et on n'apprécie aucun particulièrement. J'essaye au maximum de rester totalement objectif et impartial. Pour moi, tant que je ne vois aucune preuve, on ne peut blâmer une personne. Et encore moins l'accuser car rappelons, ça c'est interdit par la loi. Ici par exemple, elle serait tout à fait dans son droit d'aller porter plainte pour diffamation. Maintenant qu'elle ait fait de la sorcellerie ou pas, supposons que tout cela soit réel, ça ne m'étonnerait en rien et d'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde est choqué. Sachant que l'application de la sorcellerie et du satanisme et de l'occultisme et j'en passe dans l'industrie de la musique est un fait vieux comme le monde. Les artistes de nos jours ne s'en cachent même plus. Il y en a même qui twerkent sur Satan. Mais accuser une personne de sorcellerie sur base de rumeurs est une chose, en revanche, l'accuser de meurtre c'en est une autre. Sans aucune preuve, tout ceci, c'est juste illégal. Et si vous êtes tous tellement convaincus de l'implication de cette chanteuse dans le meurtre de cette petite, alors à ce moment-là, je vous invite fortement à aller réaliser une véritable enquête. Une enquête où au lieu de lancer une chasse aux sorcières dans des endroits qui n'ont rien à voir, on irait enquêter et prendre des vrais témoignages et trouver des vraies preuves, des preuves qui seraient tout simplement recevables devant un tribunal. Donc non, personnellement je ne pense pas que le documentariste ait été payé par la chanteuse pour étouffer une quelconque affaire car en réalité il n'y avait aucune affaire. Aucun témoignage, aucune preuve, on n'a rien du tout. Juste un homme qui est en train de citer des conversations à tout va sans jamais les montrer. Donc c'est tout à fait logique en fait que c'est cette conclusion-là qui en est sortie de cette enquête, à savoir que la chanteuse n'y était en réalité pour rien dans le meurtre de la petite Naïma. Car dès le début c'était clair comme de l'eau de roche pour chaque personne qui aurait fait un minimum de recherche. Maintenant parlons de ce documentaire. À la base je voulais même pas en parler, mais honnêtement c'est que c'est tellement problématique. Tout ça n'a aucun sens en fait. Tout le respect que je dois à cette équipe qui je suppose ont vraiment fait de leur mieux pour réaliser cette enquête. Je pense que je n'ai juste jamais vu de ma vie une enquête aussi mal réalisée. Je n'ai pas forcément envie de juger car comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro. Et vu ma position, on va très vite me mettre dans la catégorie des personnes qui essaient de profiter du buzz pour avoir ces petits vues. Vu que j'ai à peine 300 abonnés et que je dépasse même pas les 100 vues. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et ça me frustre en fait de voir que personne n'en parle de cette manière. D'ailleurs, j'ai bien vu des stories du documentariste qui se plaignait et qui était un petit peu en colère en disant que des personnes utilisaient son blast pour avoir leur petite minute de gloire. Que il ne faut pas confondre profiter d'un buzz et dénoncer des comportements problématiques. Je m'explique. La première et deuxième partie concernaient certes l'affaire des deux chanteurs. En revanche, les deux dernières parties, ça commençait plus à se transformer en sorte de vlog sur la sorcellerie. Ce qui en réalité serait même intéressant si ça avait été mieux réalisé et avec, mais alors beaucoup plus de respect. Dès le début, en fait, on peut comprendre que le détective a plutôt peur du grand méchant sorcier. Il va refuser l'argent et il va même jusqu'à prendre toute la responsabilité de l'affaire lors de son arrestation. De peur de devoir confronter le sorcier et de peur que celui-ci découvre que le détective l'avait enregistré à son insu. Donc on parle bien des enregistrements qui sont passés en boucle pendant les 4 parties du documentaire. Sans modification de voix ni rien du tout. Genre vraiment imaginons que tout cela soit réel. Après avoir cité je ne sais combien de fois le nom et surnom du sorcier, je peux donc comprendre que cela ne vous pose aucun problème d'exposer le détective. Imaginons que le sorcier tombe sur cette vidéo, il va clairement le reconnaître étant donné qu'ils travaillaient ensemble. On peut aussi remarquer qu'il y a énormément d'éléments qui seront exposés sans aucune censure tout au long du documentaire. En revanche, la majorité des preuves incriminantes, tout d'un coup, on ne les voit pas. Les discussions, les photos, les appels, les audios, etc. etc. C'est donc pour ça que j'ai énormément du mal à croire le témoignage de la vieille dame. Et pas que. Par exemple, dans la partie 1, le hacker aurait trouvé une discussion entre la sœur de la chanteuse et le sorcier. D'accord ? Où est-elle ? Je précise qu'on va bien le documentariste le lire dans son téléphone pendant la partie 1. Donc il l'a, ok, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Ensuite, il semblerait que des photos ont été retrouvées, des photos du chanteur ainsi que son petit frère sur un forum de sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? On nous montre également un bout de papier qui date du 5 février 2018. C'est en réalité une transaction d'argent d'une valeur de 365 €. Apparemment, c'est considéré comme preuve comme quoi la sœur de la chanteuse aurait fait un virement au sorcier. Et là, de nouveau, le papier, en réalité, il ne donne aucune information. J'aimerais bien savoir en quoi cela incrimine qui que ce soit et
étant donné qu'il n'y a ni nom, ni signature, ni rien du tout. À la limite, si la photo avait été envoyée au sorcier comme preuve du paiement, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas plutôt une capture de la convo plutôt que juste la photo? On nous précise d'ailleurs que par après, cette partie du hacker est un peu confuse. Oui, effectivement. Mais apparemment, on reviendra dessus un peu plus tard durant l'enquête. Alors, je ne sais pas combien de parties exactement il y a dans cette enquête, mais j'ai hâte de voir si le sujet du hacker sera abordé à un moment donné, parce que là, pour le moment, je doute même de son existence. Ensuite, de ce que j'ai pu comprendre, l'agence de détective était située à Casablanca. Le détective était lui-même situé à Casablanca, mais quand il est engagé par la femme du chanteur, il commence à suivre alors la chanteuse ainsi que son assistante et sa sœur à Marrakech. La chanteuse était à Marrakech. Le sorcier était à Marrakech. Le commissaire que le chanteur avait contacté était à Marrakech. La plainte qui avait été déposée a été déposée à Marrakech. L'avocate que le couple avait contactée était située à Marrakech. Donc bon, n'importe qui aurait envie d'aller enquêter sur cette affaire irait à Tanger. Non, je plaisante, je pense que voilà, on est tous d'accord pour se dire que la majorité de l'enquête devrait se faire à Marrakech. Notre Dream Team décide d'aller au Maroc et atterrit à Marrakech, mais décide d'aller à Casablanca pour aller essayer de retrouver le bureau du détective. Ce que je peux encore comprendre. Mais quand cette recherche s'avère infructueuse, pourquoi est-ce que vous ne retournez pas à Marrakech? Bah non. Là, on va plutôt essayer de se lancer sur la piste du grand méchant sorcier. Et là, vous allez me dire, mais Fadoua, le sorcier, est-ce qu'il travaillait pas à Marrakech? Mais non, on va d'abord aller à Sidi Abdelrahman, et ensuite on va aller à Sidi Ali dans la grotte de l'El Aïcha qui est située à Meknes. À ce stade, j'ai envie de dire, les gars, allez en Égypte, le boug il travaille là-bas aussi, vous aurez beaucoup plus de chances de le retrouver, croyez-moi. Mais finalement, la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils trouvent toutes ces destinations? Bah, semblerait que des gens leur conseillent en leur disant que bah, s'ils cherchent un sorcier, ils ont beaucoup plus de chances de le retrouver là-bas. De nouveau, je précise que ce sont des gens qu'on ne verra jamais. Ensuite, je me dis que quand on voit le nombre d'éléments importants qui sont situés à Marrakech, qui contrairement à cette chasse aux sorcières, serait beaucoup plus susceptible de vous faire avancer dans votre enquête. Je ne peux que me demander pourquoi vouloir absolument retrouver ce sorcier, qui dans tous les cas ne vous dira absolument rien. Parce que vous vous doutez bien, ce genre de pratique et ce genre de choses, ça ne se crie pas sur tous les toits. Mais pour ça, notre documentariste avait tout prévu. Il était même prêt à faire croire qu'il était intéressé dans le sacrifice d'un enfant. Et là, j'aimerais faire une petite pause. Comment peut-on arriver à un stade où, comment peut-on être aveuglé par les réseaux pour être prêt à prétendre être intéressé dans le sacrifice d'un enfant, surtout quand en réalité il y a tellement d'éléments beaucoup plus intéressants et beaucoup plus faciles à exploiter. Quelle est donc la motivation de tout ça? Pourquoi être prêt à aller aussi loin jusqu'à carrément prétendre vouloir payer pour la mort d'un enfant, si ce n'est que pour avoir du contenu sensationnel et choquant, plutôt que pertinent? Visiblement, toute cette aventure en réalité était motivée par deux raisons. La première, c'est de trouver le sorcier en question. On comprend toujours pas pourquoi d'ailleurs, étant donné que dans toute la liste des témoins, c'est clairement la seule personne qui ne vous donnera absolument aucune information. Mais surtout, une fois arrivé à la grotte de l'El Aïcha, son nom n'est même pas évoqué une seule fois. Et deuxièmement, pour savoir si des hommes / sorciers étaient réellement capables d'aller jusqu'à sacrifier un enfant pour de la magie noire. Et là, je pense que je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit, vu que de base, votre intrigue principale de votre enquête est le sacrifice d'un enfant. Qu'est-ce que vous aviez encore besoin de confirmer exactement? Suite à ça, j'aurais encore une petite question à vous poser. À côté du fait que personne, littéralement personne, accepterait de sacrifier un enfant pour un total inconnu, et ça sans aucune garantie. Donc là voilà ma question. Jusque où vous étiez prêt à aller? Car vous vous doutez bien que personne n'irait kidnapper et sacrifier un enfant sans avoir aucune garantie. Vous auriez dû payer et montrer que vous êtes réellement intéressé. Parce que du coup, je me demande vraiment qu'est-ce que vous auriez fait? Imaginons que vous passez commande et que le sorcier débarque vraiment avec un enfant. Vous auriez réagi comme avec le petit bouc et vous pensez naïvement qu'il aurait vraiment refusé et relâché l'enfant comme si de rien n'était? Donc je suppose que vous êtes très très loin d'être stupide et que vous vous doutiez très très bien que toutes les démarches que vous avez faites au bled n'allaient clairement pas vous mener au sorcier. Ni à un homme qui serait prêt à sacrifier un enfant. Dans tous les cas, faire ce genre de choses, c'est seulement faire croire à n'importe qui pourrait d'un coup s'improviser agent double et essayer d'infiltrer des réseaux criminels extrêmement dangereux. Je pense juste aux enfants qui maintenant vont essayer de contacter des sorciers pour essayer d'avoir des aveux, finir par commencer à fréquenter des endroits peu fréquentables et acheter des offrandes parce que trop cool. Nos youtubeurs, ils le font tous de toute façon.
Pour cela, il aurait fallu mettre une note comme quoi cette enquête est réalisée par des professionnels, donc surtout à ne pas reproduire. Et pour ça, il aurait fallu que ça soit déjà des professionnels qui le fassent. Et de nouveau, je sais, ça a l'air très méchant ce que je dis, on dirait vraiment que je juge, mais c'est pas le cas, je vous assure. C'est un fait, ce ne sont pas des professionnels, car j'ai aussi énormément vu dans les commentaires des gens qui leur disent « Mais en tant que journaliste, les gars, ce ne sont pas des journalistes. » Et j'arrive toujours pas à comprendre comment des adultes n'ont même pas réfléchi une seule seconde aux conséquences qu'aurait pu avoir ce genre de contenu. Si vous soupçonnez un homme de sacrifier des enfants, les gars, la première chose que vous devriez faire, c'est aller en parler aux autorités compétentes. Et non aller jouer au Totally Spice au Maroc. Imaginons juste que vous trouviez le boug. Et dans je ne sais quelle réalité parallèle, supposons qu'il avoue tout. Vu la manière dont vous arrivez à censurer et flouter les visages, vous l'aurez probablement posté comme ça sur YouTube et fini possédé jusqu'à la fin de votre vie. Ce qui est incroyable, c'est quand tout espoir est presque perdu que tout d'un coup, on a un appel magique qui vient nous sauver, qui est bien évidemment illustré par un magnifique plan de la chevelure du documentariste et non par l'appel. On décide que l'aventure continue et va mener notre Dream Team à, surprise, Marrakech. Et là on se dit mais enfin l'enquête elle va commencer à avancer, on va pouvoir voir des personnes qui sont vraiment impliquées. Eh ben non. Franchement, c'était même pas la peine d'être un minimum content parce qu'au final, tout ceci va mener notre Dream Team à insulter, exposer, manquer de respect à un autre sorcier qui, déjà de base, dès le début, on le savait très bien que ce n'était pas le sorcier en question. Et aussi en arriver à une conclusion que honnêtement, je me dis, waouh. Je cite, il y a beaucoup de charlatans. Donc waouh, vraiment ça en valait tellement la peine. Et nous autres peuples, on va tellement pouvoir dormir sur nos deux oreilles en toute sécurité. Notre Dream Team a pu découvrir qu'il y avait beaucoup de charlatans. Et ouais. Honnêtement, j'essaye de pas tomber dans le jugement, mais vraiment vous me facilitez pas la tâche. Honnêtement, il y a tellement de choses de ce genre-là, mais j'ai pas envie de tout débunker parce que flemme. Et aussi parce que la série n'est même pas encore terminée de toute façon. En revanche, il y a encore quelques points que j'aimerais bien aborder avec vous parce que personnellement, je trouve que ça, c'est totalement inacceptable. En fait, le truc, c'est que je ne comprends toujours pas ce que la petite Naïma fait dans toute cette mascarade. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais Fatoua, c'est un peu le but d'une enquête. Genre, il a reçu un témoignage, du coup, il l'a investigué pour avoir le fin mot de l'histoire. » Et non. Car je trouve qu'à partir du moment où on reçoit une information aussi importante, on ne fait pas n'importe quoi. Si vous êtes tous prêts à aller jusqu'au Maroc pour faire une investigation et une enquête, je pense que vous êtes tout aussi capable de faire un minimum de recherche sur Google. Et certes, tout a été rectifié par le documentariste à la fin de la partie 4 et justement... Je trouve qu'il est assez difficile de croire que cela n'a pas été volontairement placé de telle manière afin de garder un maximum de suspense durant les 30 à 50 minutes de vidéo qui sont sorties par la suite. Vous allez me dire que vous recevez un témoignage impliquant une personne dans le meurtre d'un enfant et c'est pas n'importe qui d'ailleurs. Témoignage qui d'ailleurs on ne verra jamais. Vous balancez ça à la fin de votre première vidéo et jamais... Dans aucune autre partie, vous vous dites que ce serait bien de ajouter la version officielle. Pensons que les témoignages concernant l'implication de la chanteuse dans le meurtre de la petite soient réels. Est-ce que déjà ça aurait été si difficile d'ajouter le témoignage dans la vidéo afin qu'on puisse le voir de nos propres yeux? Et surtout, pourquoi ne juste pas dire qu'il y a une autre version disponible? D'un côté, ça aurait été même intéressant de le faire de cette manière, c'est-à-dire, ok les gars, on a reçu un témoignage, mais en vrai, voici la version officielle, et maintenant on va essayer de voir si oui ou non elle est impliquée dedans ou pas. Or là, ne pas le dire, ni dans la partie 1, ni dans la partie 2, ni dans la partie 3, mais seulement à la fin de la partie 4. J'ai un peu du mal à croire que ce n'était pas volontaire. Il ne faut pas se voiler la face, tout ceci a largement contribué à donner un minimum de scandale à votre affaire, qui en réalité, sans la petite Naïma, n'aurait intéressé que les fans des chanteurs. Et j'en suis littéralement la preuve, étant donné que les deux chanteurs ne m'intéressent pas vraiment. La seule raison pour laquelle on m'avait envoyé le documentaire et pour laquelle j'ai bien voulu la regarder, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y aurait un sacrifice d'enfant abordé dedans. Avec ce genre de drame, on est bien sûr d'attirer beaucoup plus de monde. Et je sais que je vais probablement déranger certaines personnes en disant ça, peut-être même me faire des ennemis. Mais avant de m'insulter, s'il vous plaît, je vous demande juste de faire un minimum appel à votre logique et à votre bon sens. J'ai énormément de mal à croire que cette information vous est parvenue seulement au bout de la 4e vidéo. Après que vous ayez carrément voyagé jusqu'au Maroc, vous êtes parti vous exposer à un
tout un tas de dangers, alors qu'il suffit littéralement de taper juste Naïma Zohriya sur Google et lire le premier article pour savoir exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait en parler de ce voyage ou pas? Parce que comme je l'ai dit, je suis ni une pro, ni une enquêtrice, mais en réalité, si j'étais amenée, personnellement, si j'étais amenée à devoir réaliser une enquête sur base de tous les éléments et données que j'ai, que vous avez et que vous nous avez donnés, j'aurais avant tout essayé au moins de contacter le hacker. Étant donné que c'est la personne qui, dans cette affaire, a réussi à récolter le plus d'informations. Ce qui en fait littéralement un témoin clé dans votre enquête. Or, pas une seule fois on constate que vous avez essayé de le joindre, ni même considéré le faire dans un futur proche. Ensuite, étant donné qu'il y a 2 versions disponibles concernant une vidéo qui a été prise par le détective de la chanteuse. Selon lui, c'était la première fois que celle-ci se rendait dans un quartier populaire, alors que l'ami du chanteur, lui, affirme dans la partie 3 qu'il n'était pas du tout dans un quartier populaire, mais juste devant l'hôtel de la chanteuse même. Comment ça se fait que personne de toute l'équipe a eu l'idée d'aller devant l'hôtel de la chanteuse pour au moins essayer de voir si les images correspondent? Bêtement, rien qu'en faisant ça, on pouvait déjà voir qui des 2 parties disait la vérité et qui non. Et c'est là qu'on voit que la vérité, c'était pas vraiment le but de ce projet. Mais bref. Là où je veux en venir en fait, c'est que le sorcier n'était clairement pas la seule pièce intéressante dans l'enquête, voire même la personne la moins intéressante. Bien évidemment, sans vouloir manquer de respect, mais c'est là aussi où on voit que les personnes qui ont travaillé sur cette enquête et documentaire ne sont clairement pas compétentes. Et je dis ça vraiment de nouveau sans aucune prétention. En vrai, ce serait même pas si grave que ça si par exemple votre documentaire ne faisait pas de mal, alors que là... Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir que dans la partie 2, pendant une interview avec le chanteur, quand le chanteur lui arrive au moment où il va commencer à parler du commissaire à qui il avait fait appel, le documentariste affirme avoir leur déposition à tous. Et je le cite littéralement. Comment expliquer qu'à aucun moment on voit ces dépositions? Les dépositions à qui? Quand est-ce que ça a été fait? Un contact a été établi? Mais qui a parlé à qui? Pourquoi ce n'est jamais montré ni évoqué dans le documentaire? Peut-être qu'il n'y a pas de déposition, mais alors à ce moment-là, pourquoi le dire? Etc, etc, etc. Alors des questions comme ça, on en a par milliers, hein, si on veut. En réalité, on constate qu'il y avait moult et moult options pour avoir des pistes sérieuses afin d'avancer dans leur enquête. Mais clairement, au bout du 3e épisode, on sent un détournement limite grossier de sujet. Dès le départ, en réalité, on le sait très très bien qu'il n'y avait rien à exploiter. Avec cette histoire basée sur des témoignages douteux avec comme source en réalité même Samhini était mieux réalisé. Parce que j'aimerais vraiment savoir qui est-ce qui se lance dans une chasse aux sorcières et se rend dans des endroits où on pratique littéralement de la magie noire et de la sorcellerie sans même prendre une seule seconde pour se renseigner sur comment ces endroits fonctionnent et qu'est-ce qu'on y fait exactement. Mais surtout, qu'est-ce que vous foutez à plus de 400 km de l'endroit où le présumé sorcier habite et travaille? Alors vraiment, mais quel genre d'enquêteur vous êtes exactement? Mais comment c'est possible aussi de vouloir diriger une investigation en ignorant absolument tout du sujet? Parce que j'aimerais résumer. Vous partez, vous vous rendez dans un endroit bourré d'énergie négative et probablement habité par je ne sais combien de démons non croyants. Vous achetez un book et on entend clairement votre guide dire que celle-ci va servir d'offrande. Vous achetez des plateaux qui sont également des offrandes et on entend bien le vendeur préciser que le plateau noir c'est pour des choses occultes et que le vert c'est pour la purification. À ce moment-là, je me demande déjà comment ça se fait que tout ceci ne vous a pas encore mis la puce à l'oreille, mais supposons. Bref, après le cortège, vous arrivez à la grotte où là, on vous donne des bougies et on vous demande de faire des souhaits tout en allant les placer sur la paroi d'une grotte hantée. Donc là, après avoir placé le documentariste sur une chaise et avoir récité tout un tas de choses qu'on ne comprend pas, on s'apprête à sacrifier le petit bouc. À quel moment en fait ce n'était pas clair que vous étiez littéralement en train de faire de la sorcellerie et donc par conséquent du pur shirk? Et décider d'arrêter en cours de route est inutile, by the way, pas comme ça que les choses fonctionnent dans la sorcellerie. Les pires encore, ce sont les gens qui commentent « Oh mon dieu, vous êtes tellement courageux !» Non, 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 non mes chéris, non, ce n'est absolument pas du courage, ça c'est littéralement de la pure bêtise et de l'ignorance. De nouveau, j'ai vraiment pas envie d'être méchante, mais je veux parler français. Je fais énormément de fautes, certes parce que de base je suis belge et néerlandophone, mais je veux parler français. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Clairement, personne achète autant de choses dans un endroit où on fait littéralement de la sorcellerie et se dit t'inquiète, mon voisin, mon guide, il m'a dit que c'était pas du shirk.
Les gars, la sorcellerie, c'est en aucun cas une chose à prendre à la légère, ok? Et croire qu'avoir refusé de sacrifier le petit bouc, après avoir littéralement payé et placé des bougies un peu partout, aurait mis un terme à votre démarche prouve bien votre ignorance sur le sujet. Faut savoir que j'ai personnellement connu des gens qui ont voulu travailler avec Lalla Aïcha et ont fini totalement esclaves de leur ziyara, à devoir dépenser chaque année pour redescendre et refaire des offrandes que la démone leur réclamait, tout en subissant les manifestations violentes nuit et jour de démons qui se transformaient littéralement en harcèlement. Et petit spoil, la plupart ont juste fini par péter les plombs et ont terminé par boire du sang de poule sacrifié dans les montagnes en plein milieu de la nuit au bled. Allah yahfad, vraiment, je vous dis, c'est pas des blagues. Et oui, tout ceci peut clairement commencer juste en posant une pauvre petite bougie innocente. Protégez-vous et ne prenez, s'il vous plaît, jamais ce genre de choses à la légère. En réalité, il aurait fallu se renseigner un maximum avant d'aller dans ce genre d'endroit et d'accepter de payer pour des offrandes qui, d'ailleurs, je précise, ont déjà été offertes à la démone et ça en votre nom. Alors que dire déjà que les skills d'enquêteur pourraient être sujets à débat, devrions-nous aussi parler de la qualité du patron / collègue? Parce qu'après avoir bien été renseigné sur quel plateau servait à quoi, c'est-à-dire que le noir bien pour l'occulte et le vert pour la purification, notre cher ami documentariste n'a eu aucun mal à donner le plateau noir à son assistante. L'assistante, que je précise, a fini par pleurer je ne sais combien de temps et à faire des cauchemars et a commencé à ne plus pouvoir voir ses enfants. Honnêtement, de nouveau, je ne veux pas être méchante, mais Allah yahfadna d'un patron comme ça. Ensuite, d'autres points que je trouve assez scandaleux parce que non, je n'ai toujours pas terminé. J'avais vu par après des stories du documentariste qui essayait de répondre à des questions qui ont énormément été posées après qu'ils aient posté la partie 3. Et en ce qui concerne les deux femmes de l'île qui n'avaient pas le visage flouté. Notre documentariste nous confirme que effectivement, si elles n'avaient pas le visage flouté, c'est parce qu'il leur avait bien demandé et qu'elles étaient consentantes. Ok. Alors déjà, j'espère qu'il y a des preuves écrites de ça. Mais qu'en est-il des autres 95% de personnes qui figurent dans le documentaire? Parce que j'ai un peu de mal à croire que vous ayez demandé absolument à tout le monde pour savoir si oui ou non ils sont d'accord pour être affichés dans un documentaire YouTube. Visiblement, vous ne l'avez pas fait vu qu'il y a des personnes dans vos commentaires qui reconnaissent des personnes de leur famille ou de leur voisinage du bled et qui confirment qu'ils ne sont pas au courant. Est-il vraiment nécessaire de rappeler que exposer des gens à leur insu sur le net est punissable par la loi? J'espère que vous avez des preuves de chaque personne qui figure dans ce documentaire, ainsi que les tuteurs de chaque mineur qui y figure aussi. Comme quoi ils sont tous au courant, qu'ils ont reçu une explication claire et précise sur dans quoi ils allaient être affichés et pourquoi, et tout ce que cela implique. Et que bien évidemment, ils sont consentants, avec une signature, une date et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, en parlant d'enfants, j'aimerais savoir quel était le projet en ce qui concerne la petite fille du village. Je pense que vous voyez déjà à peu près de qui je parle. Je parle de la petite où le paysage était beaucoup plus flouté que elle, ainsi que les deux petits enfants qui étaient en arrière-plan. J'ai une question en fait. À quel moment vous vous êtes dit que c'était une super idée de lui demander si oui ou non c'était une Zohriya, alors que littéralement 2 secondes avant vous étiez en train de l'interroger sur une petite fille Zohriya qui s'est fait littéralement démembrer parce qu'elle était Zohriya. Non, parce qu'à ce stade-là, je me dis, autant faire une liste en fait. Faites une liste avec tous les enfants Zohri que vous avez pu trouver et balancez-le sur le net. Parce que là, le visage a découvert, le village est cité, on va lui demander si c'est une Zohriya, ça va être un super élément pour notre documentaire qui après sera posté sur YouTube et qui fera des millions de vues au cas où des chasseurs de trésors l'auraient toujours pas trouvé. Non mais genre sérieusement en fait, c'est que là il y a volonté de nuire en fait. Il y a, qui vous a envoyé? Vraiment qui? J'aimerais savoir. Bon, je crois que je vais même en rester là. Je pense que j'ai abordé à peu près les points les plus importants, même si clairement la réflexion et l'analyse pourraient aller encore beaucoup plus loin que ça. De base, je voulais attendre que toutes les parties sortent parce que je m'étais dit, bah ok, il y a des erreurs, il y a des incohérences, des choses qui manquent, mais peut-être que cela pourrait être rattrapé dans les parties suivantes. Mais là, j'ai des doutes parce que clairement, les erreurs qui ont été faites dans les dernières parties qui ont été postées, clairement, elles ne sont pas rattrapables. Même si, supposons que les vidéos sont supprimées, le mal est fait. Ce que je remarque, c'est qu'en ce moment aussi, l'opinion publique concernant la polémique qui concerne ce documentaire est assez divisée et voire même très virulente. C'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de faire une plus longue vidéo parce que, comme je vous avais dit sur TikTok, pour les gens qui me suivent sur TikTok, de base, je voulais vraiment faire une petite vidéo de 3 minutes, mais finalement, je me dis que c'est quand même beaucoup plus important de prendre le temps de bien discuter et aussi pour aider les personnes à comprendre pourquoi ce documentaire est problématique. Mais aussi pour aider les gens à comprendre le POV d'un autre youtubeur qui en ce moment même
est en train de se faire supprimer ses vidéos suite à la demande du documentariste. Je me suis dit que ce serait intéressant du coup de venir me placer au milieu et de faire une petite mise au point concernant toute cette affaire. Pour mes recherches, il faut savoir que je me suis vraiment basée sur toutes les informations que j'ai trouvées, pas que ce que je trouve dans le documentaire ou dans les vidéos de débunkage, mais aussi dans les stories, etc. Je l'ai fait sur un très court laps de temps et vraiment dans le rush, donc ça va pas être parfait. I know, il y a sûrement beaucoup d'éléments manquants. D'ailleurs, si jamais vous êtes au courant de certaines choses, vous pouvez toujours me les transférer. Mais gardons à l'esprit qu'on soit fan ou pas d'une personne, le plus important c'est de rester objectif. Ici, de base, je ne connais pas le documentariste. Et il faut savoir qu'en ce qui concerne l'autre youtubeur, je le découvre à peine aussi. En ce qui concerne le documentariste, je me suis rendu compte que c'est aussi la première fois qu'il se lance dans ce genre de contenu, / projet. Ce qui expliquera en réalité la qualité de l'enquête qui est de niveau amateur. Et je dis ça, vraiment, j'insiste, sans aucune prétention. Mais si je veux être impartiale, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et certes, je n'ai pas encore vu les autres parties, et d'ailleurs, j'ai même hâte, parce que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Peut-être qu'on aura des surprises, peut-être qu'on sera déçus. En revanche, cela ne change et ne changera en rien que les 4 vidéos précédentes sont très dérangeantes, à la limite du légal, voire même pour certains éléments illégal. Et ne parlons même pas religieusement parlant. Et honnêtement, notez sur chaque vidéo que le Maroc est vraiment un magnifique pays et qu'il ne faut surtout pas stigmatiser le peuple, etc. etc. N'adoucit en rien le manque de respect qui est visible tout au long des vidéos. Ensuite, j'aimerais aussi ajouter que je suis tombée du coup sur les vidéos, stories, des documentaristes qui partagent certains témoignages comme quoi l'autre youtubeur, j'ai vraiment pas envie de citer, mais bref, vous me comprenez, que l'autre youtubeur était un arnaqueur. Là, je constate qu'il va commencer un très long match de ping-pong de tu fais pire que moi. Au final, Allahu a'lam. Comme je l'ai dit, moi personnellement, je ne prêche pour aucune paroisse. En revanche, arnaque ou pas arnaque, cela ne diminue en rien les problèmes qui sont tout de même présents dans ce documentaire. Que le gars soit un arnaqueur ou pas, au final, il a quand même relevé énormément de points très intéressants. Et j'inviterai d'ailleurs l'équipe, au lieu de penser à déjà commencer une nouvelle enquête concernant cette arnaque, de plutôt essayer de répondre aux accusations avec des preuves tangibles, des preuves visibles, des preuves qui ne sont pas basées sur, je cite entre guillemets, dans la vidéo. Prenez peut-être le temps de répondre aux questions que tous les internautes vous demandent, de pourquoi il n'y a jamais de témoins présents dans vos vidéos, pourquoi est-ce que les conversations ne sont jamais montrées, pourquoi avoir été faire des rites occultes à Casa alors que la moitié de vos témoins potentiels sont tous situés à Marrakech. Qui a décidé d'impliquer la petite Naïma la Rahma dans votre histoire et pourquoi vous avez fait ça, etc. 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 Ici, j'ai surtout l'impression que pour les documentaristes, ils ont vu une occasion en or pour essayer de détourner l'attention de la mini-polémique de leur documentaire sur une nouvelle polémique concernant l'arnaque de l'autre youtubeur. Je précise que bien évidemment cela reste une impression personnelle, parce que là moi tout ce que je vois c'est que des personnes vous posent des questions et que vous êtes en mode ok, mais est-ce que vous avez vu que lui c'est un arnaqueur ou pas? En revanche, mes chéris, sachez qu'en aucun cas je cautionne du harcèlement. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le documentaire, cela nous donne en aucun cas le droit d'aller menacer des membres de la famille du documentariste. Est-ce que les gens ont perdu leur capacité à discuter? Pourquoi est-ce que tout doit toujours se résumer à la violence et à des menaces? Si nous voulons avancer et avoir des réponses, le mieux ce serait de débattre, d'essayer de discuter. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'espère que mon message ne sera pas mal interprété. En ce qui concerne le documentariste ainsi que son équipe, j'espère tout simplement que vous êtes bien en ordre vis-à-vis de la loi afin d'éviter tout problème judiciaire. Et qu'Allah vous protège de tout le mal que vous avez probablement dû attirer en allant visiter les démons. En ce qui me concerne moi, je suis totalement contre le message que véhicule ce documentaire. Et là je pense que c'est assez clair le pourquoi du comment. L'enquête en réalité aurait pu être 1000 fois plus intéressante si on n'avait pas été chercher du contenu choquant auprès de gens égarés pour essayer de compenser le vide intersidéral de cette affaire. Et j'insiste sur le fait que la petite Naïma en réalité aurait vraiment dû être loin de tout ça. Sachez que dans tout ça, je n'ai même pas abordé les propos choquants qui ont été tenus à l'égard du père de la petite Naïma, des propos choquants et irrespectueux. Mettre des smileys de diable devant son visage et le soupçonner d'être impliqué dans le meurtre de sa propre fille, je trouve que là, ça va carrément au-delà du manque de respect. Vous êtes clairement allé beaucoup trop loin. Je pense que là, c'est assez clair, vous n'êtes clairement pas qualifié pour réaliser une enquête, mais celle-là, de nouveau, bien évidemment, ça reste mon avis. D'accord ou pas d'accord, je vous demanderai de bien le respecter s'il vous plaît. Et si vous avez envie de débattre, bien évidemment, dans le respect et la courtoisie. Et faites bien attention d'aller
les commentaires car tous les messages qui contiennent des insultes seront automatiquement supprimés. Et pour finir, j'aimerais clôturer ma vidéo avec un message très important mes chéris. Et c'est celui d'être maître de vos pensées. Là, je vous expose certes mon POV à moi, basé sur mes recherches à moi. Et au final, ce que vous devriez faire, et c'est ce que je vous invite fortement à faire, c'est de faire vos propres recherches. Je vous demande de ne pas me croire sur parole. Tout comme vous ne devriez pas croire les autres aussi. Allah, à la base des bases, nous a demandé de méditer sur le Coran. Et je pense que la méditation, en réalité, devrait s'étirer sur absolument tout. Méditer, questionner, rechercher, essayer de savoir le pourquoi du comment. Ne soyez, s'il vous plaît, pas des moutons qui disent amen dès qu'une personne un minimum célèbre vous dit que rose est rose alors que clairement on voit que c'est du orange. N'oublions quand même pas que tout ceci a engendré du harcèlement, des accusations de meurtre et de sorcellerie, des youtubeurs à aller pratiquer des rites occultes, que cela soit volontaire ou pas, le meurtre d'une petite fille innocente a été exploité. Rendez-vous compte à quel point tout ceci va beaucoup trop loin. Je pense que ici l'équipe a voulu tester un nouveau genre de contenu en essayant de résoudre une affaire afin de pouvoir rendre justice à une personne qui a été peut-être ou pas victime de sorcellerie. Mais ignorant comment une enquête devrait se dérouler, ont clairement fait beaucoup plus de tort qu'autre chose. Dans tous les cas, mes amours, moi je vous souhaite que du bien. Khair Inch'Allah, j'espère que tout ceci s'arrangera, que tout le monde s'en sorte bien. Et vous, mes chéris, bien évidemment, prenez bien soin de vous. Si vous voulez vous renseigner, renseignez-vous s'il vous plaît avec des sources fiables et trouvez les moyens de vous protéger comme il se doit. Moi, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.